Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 4 de la série du Tower Defense. Aujourd'hui, on va donc ajouter un modèle 3D d'une tourelle et on va faire en sorte que cette tourelle puisse trouver l'ennemi le plus proche et le viser. On s'occupera de la partie de tir dans le prochain épisode. Aujourd'hui, uniquement l'importation du modèle 3D de la tourelle et simplement le placement avec la visée automatique vers l'ennemi le plus proche. Concernant les modèles 3D de tourelle qu'on va utiliser, on va se baser sur le Tower Defense Asset Pack. Ce pack il est disponible sur DevAsset, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. C'est simplement un site où vous pouvez télécharger des assets gratuitement, ou alors vous pouvez aussi récupérer les assets en faisant un don au créateur si vous en avez les moyens et l'envie. Donc vous avez un lien en description, vous arriverez sur une page à peu près semblable à celle-ci. Vous pouvez voir qu'on va avoir différents modèles de tourelles. On va avoir une tourelle assez classique, la première ici qu'on va d'ailleurs utiliser et préparer pour ce premier épisode. On a ensuite une autre tourelle qui aura une fonction de laser et on aura une troisième tourelle qu'on ajoutera encore plus tard où on pourra tirer des roquettes. Et donc là ce sera de gros dégâts et ce sera même des dégâts de zone. Bref, ces trois modèles qui sont plutôt jolis, donc on va utiliser ceux-là, mais si vous souhaitez utiliser vos propres modèles 3D, donc des modèles que vous allez créer sur X ou Y logiciel de modélisation, ou alors si vous voulez télécharger des tourelles sur d'autres sites, eh bien libre à vous de le faire, vous pouvez très bien suivre cette série en utilisant des modèles 3D différents. Alors en descendant sur cette page, donc vous avez le lien de cette page en description, vous avez une petite description et ici vous pouvez choisir ce que vous souhaitez donner. Mais si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas envie de faire un geste financier vers la personne qui a créé ces tourelles, eh bien vous pouvez simplement sélectionner 0$ ici et vous pouvez cliquer sur Grab it for free et donc vous allez télécharger une archive zip avec toutes les tourelles à l'intérieur. Me voilà maintenant dans mon dossier de téléchargement, vous voyez que j'ai bien mon archive zip. Vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez pour dézipper cette archive, je pense que vous savez comment faire ça, sinon vous pouvez regarder sur Google. Pour ma part, je vais faire clic droit, extraire vers Tower Defense Asset, vu que j'utilise WinRAR. Et donc à l'intérieur de ce dossier, on aura un autre dossier du même nom, et à l'intérieur, on a un dossier modèle qui correspond donc aux trois tourelles, donc la tourelle laser, missile et standard. Et on aura quelques sprites, comme vous pouvez le voir ici, qui sont en fait des images des tourelles et qu'on réutilisera un petit peu plus tard dans la série pour créer notre UI. Donc pour sélectionner quelle tourelle on va placer à quel endroit. Donc ça, ce sera pour plus tard, mais on va aussi l'importer. Donc je vais simplement importer le dossier parent de mon dossier modèle et sprite, donc je vais simplement revenir en arrière, je vais importer tower-defense-asset. Je vais aller dans Unity, dans le dossier asset, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler imports au pluriel, donc on va mettre là-dedans tout ce qu'on a importé, et je vais simplement faire un glisser-déposer de mon dossier. Ça peut prendre quelques secondes à importer vu qu'on a plusieurs modèles 3D. Et dernière chose que je vous montre avant de passer à la suite, si je retourne dans ce dossier, dans modèle et que je prends standard turret par exemple, vous pouvez voir qu'on a plusieurs fichiers. Si vous avez le logiciel Blender installé sur votre ordinateur, je vous conseille d'utiliser les fichiers Blend. Niveau compatibilité, si vous avez Blender, c'est vraiment parfait, je vous conseille d'utiliser les fichiers Blend. Si jamais vous n'avez pas Blender installé, utilisez les fichiers FBX. Très important parce que si vous importez un fichier Blend sur Unity et que vous n'avez pas Blender installé, vous ne verrez pas le modèle affiché dans Unity. Il sera comme invisible, donc inutile. Je vous montre rapidement aussi la standard turret. Si je double-clique sous Blender, ça va m'ouvrir donc la tourelle. Donc vous voyez à quoi ça ressemble ici, c'est une tourelle vraiment classique. Donc ça c'est la tourelle standard. Et vous voyez qu'on a, dans le même dossier standard turret, on a un autre modèle 3D, with panels, si je l'ouvre, vous allez voir que c'est un modèle qui est légèrement différent de l'autre. Ici on a donc la tourelle classique, mais avec deux panneaux comme une sorte de blindage à l'avant. Donc vous allez être libre de choisir laquelle vous voulez importer, ou si comme moi vous avez importé tout le dossier, bah vous pouvez importer les deux, et on pourra toujours utiliser le deuxième modèle pour un autre type de tourelle. Ok, dans le dossier import, on a donc maintenant notre dossier Tower Defense. Le fichier readme, on peut éventuellement le supprimer, on n'en a pas besoin. Et donc dans modèle, standard turret, ici on retrouve donc 4 modèles. Alors si j'ouvre au maximum, vous pouvez voir en bas le nom du fichier. Ici c'est le turret.blend, donc ça c'est le fichier Blender. Ici j'ai le fichier FBX, et de nouveau ici Blender et FBX. Vu que j'ai Blender installé, je vais peut-être supprimer mes fichiers FBX, c'est vrai que j'en ai pas besoin. Je vais les supprimer. Mais je le répète une dernière fois, si vous n'avez pas Blender installé, surtout ne les supprimez pas, vous allez devoir utiliser cela.
Ok, pour ma part, je vais supprimer les FBX, donc il me reste le turret.blend et turretWithPanels.blend. Il faut maintenant choisir lequel de ces modèles 3D on va utiliser pour notre modèle standard de tourelle. Donc on a la preview en bas ici. Alors est-ce que je prends plutôt celle avec les panneaux blindés ou avec sans les panneaux blindés? Je pense que je vais utiliser celle-là, celle qui n'a pas les panneaux blindés, du moins pour l'instant, vraiment pour avoir la tourelle la plus classique possible. Ok, maintenant qu'on a choisi quel modèle on va utiliser, il va falloir qu'on modifie un petit peu le import settings qu'on a ici. Donc je vais vous donner des paramètres tout faits qui ont été testés en off, donc vous êtes sûr que ça devrait passer chez vous. Le scale factor, on va le passer à 3. Au niveau des normales et tangentes, les normales, on va les calculer, et on va faire ça avec un angle de environ 38 degrés. Donc comme je vous l'ai dit, je vous donne des paramètres tout faits qui normalement seront vraiment parfaits pour le projet. On va ensuite se rendre dans le dossier Materials, et on va bien vérifier qu'il y ait l'option Import Materials qui est cochée. En théorie, les matériels devraient donc bien s'importer et on devrait bien avoir la texture sur notre tourelle. Juste pour vérifier, vous pouvez aller dans Rig et Animation Type, voilà justement, heureusement que je vérifie. Il faut absolument passer sur None et faire Apply. On va revenir dans Materials parce que j'ai fait une petite erreur, il ne faut pas utiliser le Use Embedded Materials, il faut utiliser l'option Legacy. Donc vous sélectionnez celle-là et vous pouvez faire Apply. Et en théorie, on devrait avoir un dossier Materials voilà, qui s'affiche dans le même dossier que la tourelle, et de cette manière, on aura bien les textures qui seront importées. Ok, maintenant que c'est fait, on peut glisser notre tourelle dans la scène. On peut passer sa position Y à 0,5, de cette manière, elle est tout bien posée sur la node. Et on s'occupe maintenant des Materials. On va aller dans le dossier Materials ici, et on se retrouve avec Turret Gunmetal, Turret Metal et Turret Metal 2. Histoire de bien s'y retrouver, on va modifier le nom des objets qui est à l'intérieur de la tourelle. Donc vous voyez qu'on a deux éléments. Le premier, ça va être Head, ça va être simplement la tête de notre tourelle, donc la partie supérieure. Et la deuxième ici, ça va être la base. Donc on va mettre Base. On va aussi en profiter pour modifier le nom des différents matériels. Donc vous pouvez sélectionner Gunmetal, appuyer sur F2 pour activer la modification. Et ici je vais mettre Turret Barrels, donc simplement les canons de la tourelle vont avoir leur propre texture. Ensuite, turret underscore metal, on va le modifier en turret underscore main. Donc ça va être vraiment le corps de la tour. Et la dernière, ça va être turret secondary, comme couleur secondaire. Maintenant qu'on a préparé les materials, on va simplement sélectionner une couleur pour chacun. Et cette couleur va directement s'importer sur la tourelle. Donc en fait, nos tourelles n'ont pas de texture, elles sont basées sur des materials. Donc en fait, là, on va simplement choisir 3 couleurs qui vont correspondre aux 3 éléments de notre tourelle. Bien évidemment, vous êtes libre de choisir la couleur que vous voulez, si vous avez utilisé les mêmes tourelles que moi. À ce niveau-là, il n'y a vraiment pas d'importance, c'est vraiment vous qui choisissez la couleur. Donc je vais choisir Turret Main, donc la couleur principale, je vais partir sur quelque chose d'assez foncé, quelque chose de gris foncé. Un petit peu de métallique, vu que c'est quand même une tourelle en métal. Ça peut rendre plutôt pas mal, 0,38, c'est pas trop mal, je pense que je vais garder ça, on va essayer de passer rapidement là-dessus. Secondary, c'est donc la couleur secondaire, c'est notamment ce qu'on a sur le côté ici et un petit peu à la base. Donc je vais aller sur une texture foncée, je vais même laisser plus foncé. Voilà, comme ça. Je vais pas mettre de métallique pour celle-là. Et la dernière, Turret Barrels, là vous avez simplement la possibilité de choisir la couleur du canon. Donc vous pouvez partir sur du rouge, vous pouvez partir sur du jaune, du vert, vous êtes vraiment libre de choisir la couleur que vous voulez. Pour ma part, pour rester le plus fidèle possible au tuto, je vais partir sur du rouge. Comme ça m'a l'air bien. Donc voilà les couleurs de ma tourelle. Donc simplement, je suis parti sur quelque chose d'assez foncé et les canons en rouge. Mais vous pouvez partir sur quelque chose de clair, quelque chose de bleu, de vert. Voilà, vous avez vraiment le choix de votre côté. On va maintenant s'occuper de modifier le pivot point de la tête de notre tourelle. Donc notre tourelle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en permanence viser l'ennemi le plus proche. Mais le problème actuellement, c'est que si je sélectionne la tête de la tourelle et que je fais une rotation, eh bien vous voyez que c'est pas vraiment à ça qu'on s'attendait. On aimerait que la rotation ne soit pas basée ici sur les canons, mais bien à l'intérieur de la tête ici. Il existe pas mal de solutions pour changer le pivot point d'un objet sous Unity. Alors généralement c'est des solutions un petit peu bidouillage. On va utiliser la technique la plus connue qui est celle d'utiliser un autre GameObject, donc un parent, depuis lequel sera basée la rotation. Donc pour ça on va faire un clic droit sur Turret, on va ajouter un empty. Cet empty, on va bien vérifier qu'il soit aux positions et rotation 0, vous pouvez faire un reset dans le cas contraire.
Et si je me mets en vue ISO, donc en appuyant sur le carré ici, et que je me mets sur le côté, on peut voir que cet empty il est bien au milieu de la tourelle ici. Et si je me mets en vue de haut, il est aussi bien au milieu. Donc c'est impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter cet empty à l'endroit où la tête commence. Donc si je désactive par exemple la tête, vous voyez que la tête commence au-dessus de cette partie gris clair ici. Donc c'est ici qu'on va déplacer notre GameObject. Donc on va simplement le monter à peu près ici. Si vous utilisez vraiment la même tourelle que moi avec les mêmes paramètres que moi, on peut se mettre à 0,7 tout simplement, ici en position Y pour cet empty. Et si je tourne autour, logiquement, cet objet il sera toujours bien au milieu de notre tour et pile entre la tête de la tourelle et la base de la tourelle. Cet objet on va le renommer en part to rotate, donc la partie sur laquelle on va effectuer des rotations. Et on va simplement glisser la tête de notre tourelle, donc head, à l'intérieur de part to rotate. Vous pouvez faire continue ici. Et normalement maintenant, si je sélectionne part to rotate, je vais quitter le mode isométrique et que je mets en mode rotation, et bien maintenant je peux effectuer des rotations sur la tête de ma tourelle. Et là vous voyez que tout se passe comme prévu, c'est bien uniquement la tête. Et depuis la base que cette tête va effectuer les rotations. Donc impeccable, notre tourelle est prête. On va en faire une prefab, donc on va simplement faire un glisser-déposer de turret dans prefab. On va rapidement déplacer cette tourelle près du point de spawn, ou du moins à un endroit qui est un petit peu plus logique qu'ici, histoire de pouvoir tester le script qu'on va ajouter dans un instant. Donc je vais prendre la tourelle, je vais me mettre en vue ISO de haut, je mets en mode déplacement, et je vais maintenir CTRL pour faire un déplacement en snap. Vous commencez à avoir l'habitude. Et je vais la placer ici par exemple, voyons voir où est-ce qu'on en est. On n'est pas exactement au milieu, il faut que, voilà, le corps de la tourelle, il faut qu'il soit vraiment au milieu, donc c'est pas grave si les canons dépassent sur le côté, hein, c'est pas du tout un problème, mais c'est vraiment, histoire que tout soit symétrique, il faut que notre tourelle soit pile au milieu d'un node, et de préférence, il faut que ce soit un node qui soit près du point de spawn, comme ça vous allez pouvoir tester assez rapidement. Cette tourelle, on va lui ajouter un component, qu'on va appeler turret, tout simplement, un script en C#, et une fois ce script créé et ajouté, vous pouvez simplement double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans Visual Studio. Ce script va être découpé en deux parties. La première chose à faire, ça va être de récupérer la cible vers laquelle on veut orienter la tourelle. Et ensuite, il faut réellement effectuer cette rotation. Donc on cherche la cible, et ensuite on fait tourner la tourelle pour qu'elle vise le bon ennemi. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une variable public transform qui va être target, donc simplement la cible de notre tourelle. Et ensuite on va ajouter une autre variable publique pour l'instant de type float qui va être range, qui va correspondre à la portée maximale de la tourelle. Donc je vais mettre ça de base égale à 15 par exemple. Donc notre tourelle elle va détecter tous les ennemis qui seront dans une zone inférieure à 15 unités. Ce qu'on peut faire dans Unity, c'est afficher ce qu'on appelle des gizmos. C'est simplement des indications visuelles qui vont permettre de détecter des zones, des raycasts et ce genre de choses. Ce que je fais moi souvent dans mes projets perso, c'est que j'ajoute ces gizmos sur des items qu'on peut ramasser ou sur des ennemis. Ça permet de savoir à quelle distance l'ennemi peut vous détecter ou à quelle distance vous pouvez ramasser un objet. Donc c'est bien pour faire vos tests et je vous propose qu'on ajoute cette fonctionnalité aussi dans cette série. De cette manière, lorsqu'on sera dans l'onglet scène, c'est-à-dire on n'aura même pas besoin d'appuyer sur play, on verra directement la portée maximale de notre tourelle. Mais plutôt que de vous expliquer ça avec des mots, je vais carrément vous montrer. Donc on va créer une nouvelle void, on va mettre on draw gizmo selected, donc il faut vraiment utiliser pile ce nom là parce que c'est une fonction callback de Unity comme start et update, il faut vraiment que ce soit exactement le même nom. Et à l'intérieur on va mettre gizmo.draw wiresphere, et entre parenthèses on va mettre transform.position et range après la virgule. Juste avant de tester, on va pouvoir enlever les systèmes collections en haut, parce qu'on n'en aura pas besoin, en tout cas pas pour l'instant, et on peut sauvegarder ce script. Si je retourne sur Unity, vous allez voir apparaître autour de ma tourelle une sphère, voilà, que vous voyez ici, qui est blanche de base, mais dont on peut modifier la couleur si je ne me trompe pas. Et donc là, on affiche simplement la distance maximale de la tourelle. Donc si un ennemi est en dehors de cette sphère, la tourelle ne va pas le viser. En revanche, s'il y aura un ennemi à l'intérieur de la sphère, eh bien, il sera dans le champ de détection, et donc la tourelle pourra simplement le viser. Éventuellement, si vous voulez changer la couleur de ce gizmo, vous pouvez mettre gizmos.color égale color. Et ici, vous allez avoir pas mal de couleurs différentes. Ici, vu qu'on a des nodes blanches,
Je pense qu'on va afficher le gizmo en rouge, histoire qu'il ressorte vraiment par rapport aux nodes qu'on a autour. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Impeccable. On va maintenant s'occuper de la récupération d'ennemis. Pour faire ça, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler update target avec un T majuscule. Et cette fonction, elle va simplement récupérer tous les ennemis, vérifier quel est l'ennemi le plus proche, et si l'ennemi le plus proche est dans la zone de tir, il est dans le range, alors la tourelle va tourner vers lui. Pourquoi est-ce qu'on utilise update target, enfin une fonction différente de update, vu que on veut répéter la recherche d'ennemis et la vérification de l'ennemi le plus proche? Eh bien, void update, c'est donc une fonction qui se lit en permanence et qui se lit à chaque frame. C'est-à-dire que si votre jeu tourne à 60 fps, donc 60 images par seconde, update va être appelé 60 fois. Appeler une fonction 60 fois en une seconde, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc, histoire d'économiser les ressources de l'ordinateur, de la machine, et afin d'optimiser notre système, on va appeler cette fonction update target à un rate qui va être fixé. C'est-à-dire qu'on va l'appeler toutes les X secondes. C'est-à-dire qu'on va plutôt l'appeler tant et tant de fois chaque seconde, plutôt que de laisser update gérer ça en fonction de la framerate. Donc pour faire ça, on peut utiliser la fonction start, et on peut utiliser invoke repeating. Entre parenthèses et entre double quote, on va mettre le nom de la fonction appelée de façon répétée, donc ça va être update target. On va mettre ensuite une virgule. Ici, on a éventuellement un délai avant de lancer cette répétition. Ici, ça va être 0 parce qu'on veut lancer la recherche de cible en permanence. Et ensuite, troisième argument, repeat rate, qui va être en fait le nombre de secondes qu'il va y avoir entre chaque appel à cette fonction. Donc chez nous, j'ai dit qu'on voulait l'appeler 2 fois par seconde. Donc on va mettre 0,5 f. Donc toutes les 0,5 secondes, on va appeler update target pour récupérer les ennemis et choisir la cible à viser, s'il y en a une. Donc invoke repeating, qui est une fonctionnalité très pratique si vous voulez appeler une fonction de façon répétée mais indépendamment de la framerate. Avant de pouvoir viser un ennemi, il faut qu'on récupère tous les ennemis et qu'on sache lequel est le plus proche, et ensuite seulement qu'on vérifie s'il est dans le range, et si cette dernière condition est validée, on pourra lancer la rotation de la tourelle vers cet ennemi. Donc pour faire ça, il faut d'abord qu'on récupère tous les ennemis. Pour récupérer tous les ennemis, on va tous les stocker dans une variable GameObject, mais forcément stocker plusieurs ennemis dans une variable, c'est pas trop possible, alors on va faire une array. On va faire une array qu'on va appeler enemies, et dans cet array, on va stocker tous les ennemis, et pour faire ça, on va utiliser un système de tag. Donc on va dire GameObject.find GameObjects with tag. Vérifiez bien qu'il y a un S à GameObject parce qu'on veut récupérer plusieurs ennemis. S'il n'y a pas de S, vous allez en récupérer qu'un seul. Et entre parenthèses et entre double quote, on va mettre le tag de l'ennemi. Donc il faudra qu'on ajoute ce tag aux ennemis. Si on ne l'a pas déjà fait, il me semble que c'est pas encore fait. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, histoire de ne pas faire ça en hardcode, c'est mettre une public string qu'on va appeler enemy tag, et on va mettre ça de base à ennemi. Et de cette manière, plutôt que d'avoir ici la double quote et ennemi, on va mettre enemy tag. Voilà, comme ça, tous les objets qui possèdent le tag ennemi vont être récupérés et stockés dans cet array enemies. On va ensuite utiliser une boucle for each, et on va faire des vérifications pour chaque ennemi qui est dans cet array. Donc en réalité, c'est surtout pour savoir lequel de tous les ennemis stockés est l'ennemi le plus proche. Donc pour ça, on va vérifier pour chaque GameObject, qu'on va appeler ennemi dans l'array enemies. Donc pour chaque ennemi qu'on a dans cet array, on va récupérer la distance entre l'ennemi et notre tourelle. Donc pour ça, on va faire une float, qu'on va appeler distance to enemy. On va faire ça dans un vector3.distance, et à l'intérieur on va mettre les deux cibles, donc les deux objets entre lesquels la distance doit être calculée. Donc là ça va être ennemi, on va d'abord mettre notre objet, donc on va mettre transform.position, position, et ensuite on va mettre virgule ennemi.transform.position. Donc vector3.distance qui retourne simplement une float avec la distance entre les deux objets qu'on a renseignés. Et donc ça va être stocké dans distance to enemy. Afin de savoir quel ennemi est l'ennemi le plus proche, il faut qu'on fasse ça par étapes. Je m'explique.
On va simplement, pour chaque ennemi, vérifier la distance qu'il y a entre la tourelle et l'ennemi. Si cette distance trouvée est inférieure à la distance qu'on avait pour l'ennemi précédent, ça veut dire que l'ennemi qu'on vient de calculer, dont la distance est moins élevée entre l'objet et la tourelle, ça veut dire que cet ennemi est plus proche, donc c'est lui qui va devenir le plus proche. Mais on ne peut pas le considérer en tant que cible, parce que si ça se trouve, l'ennemi qui va suivre, qu'on va traiter dans la boucle, si ça se trouve, lui il sera encore plus proche. Donc en théorie, ça sera lui la cible, sauf si encore une fois on en trouve un autre encore plus proche. C'est pas facile à expliquer, donc je vais vraiment faire de mon mieux. En gros, on va créer une variable temporaire ici, float, qu'on va appeler nearest distance, ou plutôt, ouais, ça va être plus logique de mettre shortest distance, donc la distance la plus courte. De base, on va mettre ça à mathf.infinity. Ne vous posez pas de questions pour ça, je vais vous expliquer dans un instant. Et on va créer une autre variable temporaire, GameObject, qui va être nearest enemy, et qui de base va correspondre à rien du tout, donc on va mettre nul. Forcément, le premier ennemi qu'on va traiter, ça va être considéré comme le plus proche, parce qu'il n'aura pas en gros de concurrent et il n'y aura pas encore de distance ou d'ennemis renseignés. Donc forcément, le tout premier qu'on va trouver, il va être considéré comme étant le plus proche. Donc forcément, ce premier ennemi il va être stocké dans la variable temporaire nearest enemy, qui veut dire l'ennemi le plus proche, et sa distance va être stockée dans shortest distance. Ensuite, on va traiter le deuxième ennemi, si on a un deuxième, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la distance entre ce deuxième ennemi et la tourelle, et la distance qu'on avait pour l'ennemi précédent. Et donc, en comparant ces deux valeurs, on va savoir lequel des deux ennemis est le plus proche. Et l'ennemi le plus proche, on va simplement le stocker dans nearest enemy. Et une fois que la boucle sera terminée, qu'on aura traité tous les ennemis, on saura quel ennemi est le plus proche, et donc cet ennemi deviendra la target. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas facile à expliquer comme ça, mais c'est un système tout à fait logique. Je pense que vous allez bien comprendre une fois que tout sera en place. Juste pour la petite précision, pourquoi est-ce que j'ai mis mathf.infinity, forcément si on ne connaît pas encore la distance entre la tourelle et le premier ennemi, on veut que la distance soit infinie. On veut pas qu'il y ait de problème avec notre script qui nous dit que on n'a pas de distance vu qu'on n'a pas d'ennemis. Donc de base on va dire que la distance entre le premier ennemi et la tourelle est infinie. Donc maintenant on va s'occuper de ce que je vous ai expliqué. Donc on va vérifier la distance actuelle de l'ennemi, donc ça va être distance to enemy, et on va dire que si cette distance entre la tourelle et l'ennemi qu'on est en train de traiter est inférieure à l'ennemi le plus proche qu'on avait précédemment trouvé, donc là c'est dans shortest distance, alors on va effectuer des actions. Donc on va notamment dire que shortest distance va être remplacé par distance to enemy, parce que forcément, cette distance avec l'ennemi, elle est inférieure à la distance qu'on avait trouvée pour l'ennemi précédent, enfin pour un précédent ennemi. Donc le précédent ennemi il va en quelque sorte être oublié, il va être ignoré, et c'est le nouvel ennemi le plus proche qu'on va garder en mémoire pour le viser. Pour potentiellement le viser si on ne trouve pas d'autres ennemis qui seront encore plus proches. Donc si cette condition se lit, ça veut dire qu'on a trouvé un ennemi plus proche qu'un ennemi précédent, alors on va stocker dans nearest enemy, donc l'ennemi le plus proche, ça va être simplement l'ennemi. Celui qu'on est en train de traiter ici dans la boucle. Et maintenant qu'on a traité donc tous les ennemis qu'on a récupérés dans la scène, on va vérifier que nearest enemy n'est pas égal à nul, ça veut dire qu'on a trouvé un ennemi, on a trouvé l'ennemi le plus proche, il y a effectivement un ennemi dans la scène, et ensuite il faut qu'on vérifie que shortest distance est inférieur ou égal à range. Donc en gros cette condition elle va se lire si on a trouvé un ennemi et que la distance entre l'ennemi et la tourelle est inférieure à la portée maximale de la tour. Donc en gros, si cette condition se lit, ça veut dire qu'on a un ennemi proche et qu'on va pouvoir le viser. Mais on va faire ça en plusieurs étapes, donc là on va simplement assigner la vraie cible vers laquelle va se tourner la tourelle, donc target va être égal à nearest enemy, point transform, parce que target c'est une variable transform. Ok. Donc de cette manière, avec cette fonction, normalement, on récupère déjà l'ennemi le plus proche. Et on va en profiter pour ajouter juste un else sur cette condition, parce que si jamais cet ennemi il sort de la portée, donc il sort du range, il faut qu'on remette la target sur nul. C'est très important, parce que sinon la tourelle va garder l'ennemi en mémoire, même s'il est en dehors, et on n'a pas envie que la tourelle continue de regarder l'ennemi qui est hors de portée. Donc on peut sauvegarder ça, on va revenir sur Unity. En théorie, notre système de wave spawner est actif depuis l'épisode précédent, donc si j'appuie sur play, on devrait voir ici target se remplir. Alors oui, forcément, j'ai fait un gros oubli, j'ai oublié d'assigner le tag ennemi. Donc on va aller dans prefab, cliquer sur l'ennemi,
ici dans tag, on va cliquer, on va faire add tag, on va ajouter un tag ici, on appuie sur plus, on écrit enemy, très important la majuscule, il faut vraiment que la case soit respectée. Je vais aller sur enemy, donc je reviens dessus, tag, et je lui ajoute enemy. Je vais clear ma console, et maintenant on va tester, normalement ça devrait fonctionner. Je vais me mettre sur la tour pour qu'on puisse bien vérifier la target ici, et logiquement target devrait se remplir avec le premier ennemi qui va arriver. Voilà, ça c'est bien ajouté, et là l'ennemi est sorti de la zone, et donc là normalement ça va faire exactement la même chose. Donc tous les ennemis ont le même nom, donc on n'a pas vu le script passer d'un ennemi à un autre, mais ça c'est pas très important. Donc notre système est bien fonctionnel. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer Apply ici directement dans l'inspecteur pour la tourelle. Comme ça on n'oublie pas de le faire après. Et aussi un truc que j'ai oublié de faire, je vais sélectionner Ennemi et je vais un petit peu augmenter sa vitesse. C'est pas obligatoire, mais pour l'instant je vais mettre la vitesse à 20. On va maintenant s'occuper de la partie de la rotation. On va aller dans la fonction update et la première chose à faire, c'est vérifier que si target est nul, c'est-à-dire que si on n'a pas d'ennemi à viser, eh bien on va simplement return, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire la suite de cette fonction update. Juste avant de passer à la suite, on va passer target en privé, parce que de toute façon le changement de target se fait automatiquement depuis le script, donc inutile de mettre ça en public. Et il va falloir qu'on ajoute une variable pour stocker la partie sur laquelle on veut faire la rotation. Parce que notre tourelle ici, je vous rappelle que on n'a pas envie de faire tourner toute la tourelle, on veut faire uniquement tourner part to rotate. Donc il faut qu'on stocke cet objet part to rotate. Ça va être très simple, on va faire ça dans une variable publique, on va faire une transform et on va l'appeler part to rotate. On va sauvegarder ça. On va retourner sur Unity, on va directement faire le glisser-déposer de cette partie. Donc on va ouvrir la tourelle, part to rotate, on glisse là-dedans, on retourne sur turret et on fait apply au niveau de la prefab. Et maintenant on peut s'occuper de la partie de rotation. Donc dans la fonction update, la première chose à faire, ça va être de récupérer la direction vers laquelle veut regarder la tourelle. Pour ça, on va simplement faire un vecteur 3 temporaire, qu'on va appeler dir pour direction, et pour calculer la direction vers laquelle on doit regarder, on va simplement faire une soustraction de notre objet actuel et de l'objet vers lequel on veut regarder. Les vecteurs 3 sont un sujet assez vaste, je vais essayer d'expliquer, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour éviter de perdre la moitié des viewers. Donc je vais faire target.position moins transform.position. En faisant ça, on calcule simplement la position de notre cible moins notre position à nous, et ça nous donne une direction, c'est la direction vers laquelle on veut regarder avec notre tourelle. Maintenant qu'on connaît la direction vers laquelle on doit regarder, il faut qu'on utilise un quaternion. Les quaternions, c'est simplement la façon qu'a Unity de s'occuper des rotations. Donc ça va être très clair quand tout sera bien écrit, ne vous inquiétez pas. Donc quaternion, on va l'appeler look rotation, et ce quaternion look rotation, il va être égal à quaternion.look rotation, et entre parenthèses on va envoyer un vecteur 3 qui est simplement la direction vers laquelle on doit regarder. Donc là en gros on sait vers où on doit regarder, et là on sait à quelle rotation on doit mettre notre objet pour regarder à cet endroit. Donc Unity utilise les quaternions, ce qui correspond en gros à de lourdes opérations mathématiques pour calculer les rotations. Sauf que nous, ce qu'on a dans Unity ici, donc les rotations x, y, z, c'est pas un quaternion, c'est ce qu'on appelle un Euler Angles. Donc en gros, il va falloir qu'on transforme notre quaternion en Euler Angles. Pour faire ça, on va faire une variable vector 3 qu'on va appeler juste rotation, et donc ça va vraiment être notre rotation finale, celle qu'il nous faut pour regarder l'ennemi. Et on va dire que cette rotation, elle va être égale à look rotation, donc à notre quaternion.Euler Angles. Tout simplement. Je dis tout simplement, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Maintenant qu'on a toutes les informations qu'il nous faut, il va falloir qu'on envoie cette rotation réellement à notre objet. Donc part to rotate, cette transform, on va lui mettre point rotation, parce qu'on va accéder aux rotations, et ici on va dire quaternion.Euler
Et ici, il va falloir qu'on envoie donc les rotations à effectuer. Mais pour faire ça, il faut qu'on envoie X, Y et Z. Nous, on veut juste déplacer notre tourelle sur l'axe Y, pour qu'elle tourne sur elle-même. Mais on veut pas qu'elle tourne vers le haut ou vers le bas, ou qu'elle tangue vers la gauche ou vers la droite. Donc pour ça, on va mettre 0F pour le X. Ensuite, pour le Y, on va mettre rotation.Y. Et ensuite, on va mettre 0F pour le Z, parce qu'on ne veut pas faire deux rotations sur X et sur Z. Et de cette manière, logiquement, c'est terminé. On va aller tester ça sous Unity, mais on va sûrement avoir un gros problème au niveau de la rotation de notre objet. Donc on va tester ça, je vais appuyer sur Play, je vais directement retourner dans l'onglet scène pour voir ça de plus près. Et vous voyez que la tourelle n'a pas du tout visé l'ennemi. Alors en réalité, elle vise l'ennemi, mais elle le vise avec un décalage de 90 degrés. Donc pour régler ça, on va aller sur la tourelle, on va l'ouvrir. On va ouvrir Part to Rotate, on va sortir Head de la Part to Rotate, ça va enlever la préfab, c'est pas grave, on va faire Continue. Et Part to Rotate, je vais me mettre en mode déplacement, et on va faire en sorte que la flèche bleue qu'on a ici, elle pointe dans la même direction que nos canons. Donc pour faire ça, on va mettre moins 90 sur l'axe Y. Et ici, on va simplement pouvoir remettre Head à l'intérieur, retourner sur Turret et faire Apply pour reconnecter la préfab. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Donc en fait, il existe deux solutions différentes, soit la technique un petit peu, que j'aime bien appeler hardware, où on modifie directement sur Unity, ou alors on avait la technique un peu plus soft, la technique software, où on aurait pris en compte ce décalage dans les rotations directement dans la fonction update. Donc on aurait fait encore plus de calculs sur les quaternions pour ajouter moins 90 degrés sur la part to rotate. Mais maintenant ça devrait fonctionner. Si on voit un ennemi, la tourelle devrait directement pointer vers l'ennemi, c'est le cas. Normalement, s'il y a un nouvel ennemi, la tourelle va pointer vers lui. Voilà, ça fonctionne bien, c'est impeccable. Vous avez vu que ça l'a d'ailleurs fait pour les deux ennemis ici. La seule chose qu'il va falloir qu'on modifie, c'est que vous avez vu que le décalage d'un ennemi à un autre se fait de façon instantanée. On n'a pas de fondu, on voit pas la tourelle tourner la tête d'un ennemi à un autre. Et je me rends compte que j'ai peut-être mis une distance, une vitesse un petit peu très élevée à l'ennemi. Je vais revenir sur la préfab et j'ai peut-être baissé ça à 14 à peu près. Ok, je vais retourner dans le script, on va ajouter cette fonction de fondu. Pour faire ce fondu, eh bien Unity possède une fonction que vous allez probablement réutiliser des tas de fois dans vos différents projets, c'est la fonctionnalité LERP. LERP permet simplement de faire un fondu d'un état à un autre, et ça fonctionne pour les positions, pour les rotations, pour les couleurs, ça fonctionne pour absolument tout. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va enlever Look Rotation ici, alors je vais faire CTRL X pour le couper, et on va donc mettre rotation égale à quaternion, point lerp, et entre parenthèses, il va falloir qu'on ajoute de quel élément à quel élément on va faire notre fondu. Donc là ça va être Part to Rotate, c'est la partie qu'on a envie de faire tourner. Et on va faire un fondu vers Look Rotation. Dernière chose qu'il faut ajouter, virgule time.delta time pour gérer ça en dehors de la framerate. Part to rotate, il faut que ce soit forcément une rotation, vu qu'on est en train de travailler sur les rotations. Et dernière chose qu'il nous reste à faire quand on utilise un lerp, c'est de multiplier time.delta time par une vitesse. Donc en gros, on va ajouter une vitesse pour notre tourelle qui va lui permettre de tourner à droite, à gauche, enfin qui lui permet de tourner sur elle-même à une certaine vitesse. Donc on va ajouter une variable privée, float, turn speed, donc vitesse pour tourner. De base je vais mettre ça égal à 10 par exemple, ce qui risque d'être un peu rapide mais on va tester quand même. Je vais retourner là en bas, et time.delta time multiplié par turn speed. Et on sauvegarde, on retourne sur Unity, et on va pouvoir essayer ça. Vous pouvez mettre la variable turn speed en public si vous voulez la modifier directement depuis l'inspecteur. C'est aussi possible. On va tester ça. Je vais mettre dans l'onglet scène, je vais me mettre assez proche pour qu'on puisse bien voir. Oh, ça m'a l'air pas mal du tout en fait. C'est même pas trop rapide. On va voir quand il y aura plusieurs ennemis. Ah, c'est peut-être quand même un petit peu rapide. Je trouve que ça saute assez rapidement. Je vais peut-être modifier un petit peu turn speed. Je vais mettre ça à... Il faut pas que ce soit trop lent non plus. On va essayer 5F. Il faut pas que ce soit trop lent non plus parce que sinon à partir du prochain épisode, la tourelle va faire des dégâts à l'ennemi avant même d'avoir complètement tourné, ce qui est pas logique. Mais de toute façon on pourra au pire adapter ça au prochain épisode, mais on va quand même tester avec 5.
Ok, assez bien. Et on va voir quand il y a plusieurs ennemis. Oh, ça m'a l'air bien. Je trouve que 5 c'est pas mal. Peut-être légèrement augmenter ça. Peut-être 6,5 je vais essayer. Moi je vais rester à 6,5. Je pense que c'est pas mal. Là c'était vraiment bien. Peut-être très légèrement augmenté. Donc pour ma part je vais garder 6,5 en turn speed. Ok, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si je reviens sur Unity, ce que vous pouvez faire maintenant avec cette tourelle, c'est la dupliquer. Donc je vais juste faire une dernière fois apply sur la prefab. Je vais faire CTRL-D pour dupliquer, je vais maintenir CTRL. Je vais en mettre une par exemple ici. Je vais vérifier qu'elle soit bien au milieu. C'est pas le cas pour l'instant. Là on est bien. Et si j'appuie sur play, toutes les tourelles devraient fonctionner. Autant que vous allez en mettre, elles vont toutes fonctionner automatiquement. Voyons voir, ça tourne. L'ennemi est bien visé par les deux tourelles. Vous voyez que celle-là, elle va le viser d'ailleurs pendant très longtemps parce qu'elle a bien ce range a vraiment une grosse zone d'effet parce que forcément la route tourne autour de cette tourelle. Je vais supprimer cette deuxième tourelle. Je vais garder la première tourelle pour le moment ici parce qu'on aura besoin de retravailler dessus au prochain épisode pour les fonctionnalités de tir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme je l'ai dit, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode pour les fonctionnalités de tir. Si vous appréciez cette série, si vous appréciez la tuto NTFR, et si vous souhaitez donc supporter la chaîne ou plus généralement ma personne, eh bien vous pouvez le faire via le site tipeee.com. Sur ce site, vous allez pouvoir faire une donation récurrente ou unique, vous pouvez mettre le montant que vous voulez, et en fonction d'ailleurs de ce montant, vous allez recevoir une contrepartie ou des contreparties. Tout ça, c'est sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Un énorme remerciement à tous les tipeurs du mois d'octobre. Vous avez été très nombreux ce mois-ci à supporter la chaîne et je vous remercie du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette série est possible, c'est grâce à vous que toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne sont possibles. Donc un gros remerciement aux tipeurs qui sont affichés sur la droite de l'écran et un énorme remerciement spécial à Foley et Spyprog pour leur soutien durant ce mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la série. Salut!